Captain America First Avenger ou l'art délicat de transformer un drapeau en personnage de cinéma. Le film de Joe Johnston occupe une place étrange dans la première phase Marvel. Il arrive après Iron Man, qui avait imposé le super-héros comme extension narcissique de la Silicon Valley, après l'incroyable Hulk, mélodrame de laboratoire en fuite, et après Thor, tentative shakespearienne sous néon cosmique. Captain America First Avenger, lui, regarde en arrière, non pas seulement vers les années 40, mais vers une certaine idée du cinéma populaire, le serial, le film de guerre, l'aventure à l'ancienne, le mélodrame patriotique. Le cinéma de studio où un hangar, un costume et trois faisceaux de lumière suffisaient à produire du mythe. C'est sans doute pour cela que Joe Johnston était un choix plus malin qu'il n'y paraît. Johnston n'est pas un auteur flamboyant au sens habituel du terme, mais un artisan de la nostalgie mécanique. Il avait réalisé The Rocketeer, cousin spirituel évident de ce Captain America. Même amour des années 30-40, même goût pour les silhouettes iconiques, même fascination pour les hommes qui deviennent des images avant de devenir des héros. Chez Johnston, le super-héros n'est pas d'abord une puissance, c'est une affiche qui apprend à respirer. Le film commence d'ailleurs par un paradoxe magnifique. Steve Rogers est un corps refusé par l'histoire. Trop petit, trop maigre, trop malade, trop fragile, il veut entrer dans la guerre, mais la guerre ne veut pas de lui. Cette idée donne au personnage une noblesse simple, presque capraesque. Steve n'est pas choisi parce qu'il est fort, il est choisi parce qu'il est déjà moralement formé. Le sérum ne crée pas Captain America, il révèle Steve Rogers. C'est la grande intuition du film. Le super soldat n'est pas une amélioration de l'homme, mais une amplification de sa décence. La première partie est la plus belle, parce qu'elle repose sur une tension très cinématographique entre le corps et l'image. Avant d'être un combattant, Steve devient un produit de propagande. Il chante, parade, vend des obligations de guerre, frappe un Hitler de carton-pâte devant un public ravi. Cette séquence est fondamentale. Elle montre Captain America non comme une vérité héroïque immédiate, mais comme une construction médiatique. Le héros né dans le spectacle, dans le kitsch, dans le théâtre politique. Marvel s'autorise ici une petite mise en abîme savoureuse. Captain America est une franchise avant d'être un soldat, une marque avant d'être un mythe, un costume avant d'être un destin. Et pourtant, le film ne se moque jamais totalement de lui. C'est là sa finesse. Il sait que le costume est ridicule, mais il sait aussi que le ridicule peut devenir sublime s'il est porté avec assez de conviction. Chris Evans joue cela admirablement. Il ne cherche pas à rendre Steve Rogers cool. Au contraire, il accepte sa raideur, sa politesse, sa maladresse d'homme droit dans un monde déjà tordu. Là où Tony Stark fait de l'ironie en une armure, Steve Rogers fait de la sincérité un bouclier. C'est très risqué car la sincérité au cinéma peut vite sentir la naphtaline. Mais Evans trouve une ligne claire. Pas de cynisme, pas de lourdeur, pas de grandiloquence, juste un homme qui ne sait pas tricher. Le film est aussi passionnant dans sa manière de fabriquer une Seconde Guerre mondiale volontairement irréelle. Captain America First Avenger n'est pas vraiment un film historique. C'est une guerre rêvée par les comic books, filtrée par les couvertures pulp, les aventures de Republic Pictures, les nazis d'opérette et les laboratoires expressionnistes. Hydra permet justement d'éviter le réalisme frontal du nazisme. C'est une solution pratique, mais aussi une limite. En remplaçant l'horreur historique par une organisation fantastique en cuir noir, le film gagne en liberté visuelle ce qu'il perd en gravité politique. Le mal devient une esthétique, un logo, une menace énergétique bleutée. Red Skull est moins Hitler que son cauchemar de carnaval. Hugo Weaving, en Johann Smith, compose ainsi un méchant de vitrine, presque trop parfait dans son artificialité. Il n'est pas vraiment inquiétant comme personnage, mais il fonctionne comme figure. Crâne rouge, manteau noir, accent anguleux, goût pour les armes impossibles, c'est le fascisme réduit à un masque, à une pulsion de domination sans intériorité. On peut regretter cette simplification, mais elle appartient au projet du film. Johnston ne fait pas revient et voit avec un bouclier étoilé. Il fait un conte d'aventure où le nazisme est avalé par le graphisme de la bande dessinée. Visuellement, le film a souvent le charme d'un vieux jouet de luxe. Les bases d'Hydra, les véhicules rétrofuturistes, les uniformes, les laboratoires, les hangars, tout semble sorti d'un imaginaire où les aventuriers de l'Arche perdue auraient rencontré les couvertures de Weird Tales et les machines infernales de Fritz Lang. Il y a là une vraie beauté du design, pas une beauté sauvage, pas une beauté de mise en scène pure, mais une beauté de monde fabriqué. Le film aime les boutons, les leviers, les cartes, les plans, les insignes, les vitrines. C'est du cinéma d'accessoires, au bon sens du terme. Chaque objet veut devenir relique.
Le problème, c'est que cette richesse plastique ne se transforme pas toujours en grande mise en scène d'action. Les combats de Captain America manquent parfois de poids, comme si le film était plus à l'aise avec l'icône qu'avec le mouvement. Johnston sait cadrer une posture, une entrée, un symbole. Il sait moins faire sentir la violence physique du corps lancé dans la bataille. Le bouclier est superbe comme signe, moins mémorable comme outil chorégraphique. Il faudra attendre les films suivants, puis surtout le Soldat de l'hiver, pour que Captain America devienne vraiment un corps de cinéma, brutal, rapide, tactique, presque bressonien dans l'efficacité du geste. La structure du film souffre aussi d'un ventre mou étrange. Toute une partie de la guerre est avalée par un montage d'opérations contre Hydra. Ce choix a une logique de serial avec ses missions successives et ses explosions de maquettes mentales, mais il donne parfois l'impression que le film saute le grand récit qu'il promettait. Steve Rogers devient Captain America, puis le film accélère comme s'il avait peur de s'attarder. Les Howling Commandos, par exemple, existent davantage comme silhouette sympathique que comme véritable personnage. Bucky lui-même, pourtant central dans la mythologie future, reste ici une présence affective plus qu'un être pleinement développé. À l'inverse, les scènes avec Peggy Carter donnent au film une élégance sèche, presque oxienne. Hayley Atwell apporte une densité immédiate. Peggy n'est pas seulement l'intérêt amoureux, cette vieille fonction poussiéreuse qui encombre tant de blockbusters, elle est le regard qui reconnaît Steve avant et après sa transformation. Elle comprend que le corps musclé n'est pas l'événement principal, c'est elle, au fond, qui voit le mieux le film. Dans leur relation, le mélodrame fonctionne parce qu'il est contenu. Peu de pathos, beaucoup de retenue. Une danse promise, une vie suspendue, un rendez-vous jamais honoré. Le romantisme tient dans l'ajournement. La dernière partie, avec le sacrifice de Steve, révèle ce que le film a de plus beau, sa mélancolie. Captain America est un héros anachronique dès sa naissance. Il appartient à un monde qui disparaît au moment même où il le sauve. Là où beaucoup de super-héros cherchent leur place dans le présent, Steve Rogers est condamné à survivre à son époque. Son héroïsme est une victoire qui le rend orphelin. La phrase finale, J'avais un rendez-vous, condense tout. Le grand soldat, le symbole national, le premier Avenger, ramené à une perte intime. Le monde est sauvé, mais une danse n'aura jamais lieu. C'est presque un haïku de blockbuster. Dans l'économie du MCU, Captain America First Avenger a longtemps été sous-estimé parce qu'il paraît modeste. Il n'a pas la désinvolture fondatrice d'Iron Man, ni l'ampleur collective d'Avengers, ni la tension paranoïaque du soldat de l'hiver. Mais cette modestie est aussi sa vertu. Le film installe une mythologie sans faire trembler les murs. Il ne cherche pas encore à tout connecter, même s'il sème déjà le Tesseract, Howard Stark et les prémices du grand échiquier Marvel. Il garde quelque chose de presque autonome, un film d'aventure vintage dans une franchise qui allait bientôt devenir une usine monde. C'est précisément ce qui le rend attachant. Captain America First Avenger est un film imparfait, parfois trop sage, parfois trop lisse, parfois plus décoratif que viscéral, mais il possède aussi une innocence pas formelle rare dans le blockbuster contemporain. Il croit encore aux emblèmes, aux gestes simples, aux sacrifices en second degré. Il sait que la propagande ment, mais il sait aussi que les images peuvent porter une vérité émotionnelle. Il transforme un costume impossible en tragédie douce. Il prend un personnage qui aurait pu n'être qu'un monsieur drapeau en collant patriotique et en fait un fantôme du XXe siècle, projeté dans le futur avec la politesse d'un homme qui ne sait pas encore que le monde a changé de logiciel. Le film n'est donc pas seulement l'origine de Captain America, c'est l'origine d'un décalage. Oh, Steve Rogers n'est vieux. Il est déjà une archive, déjà un souvenir, déjà une chanson militaire entendue depuis une pièce voisine. Et quand il se réveille dans le New York contemporain, ce n'est pas le triomphe d'un héros ressuscité, c'est la naissance d'un deuil. Sous son vernis d'aventure rétro, Captain America First Avenger raconte cela, le mythe américain comme machine à produire des icônes, puis la solitude de l'homme enfermé à l'intérieur de l'icône. Le bouclier brille, la bannière flotte, la musique d'Alan Silvestri gonfle les poumons du film, mais au fond, tout se termine sur une absence. Le super-héros a gagné la guerre, Steve Rogers, lui, a raté sa danse.